Nous sommes ici réunis dans un contexte crucial pour la justice en Haïti, en ce moment qui marque une étape significative dans notre engagement commun pour la prévention et la répression de la corruption. Il est indéniable que des progrès ont été réalisés en Haïti dans la lutte contre la corruption, notamment avec l'adoption de la loi de 12 mars 2014. Cette loi a permis de dynamiser la lutte contre ce fléau en offrant un cadre juridique plus robuste pour poursuivre et sanctionner les actes de corruption. Les efforts menés par les autorités, notamment l'unité de lutte contre la corruption, sont à saluer. L'augmentation du nombre d'enquêtes ouvertes et de rapports transmis à la justice est un signe évident de cette volonté de lutter contre l'impunité. Cependant, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Ainsi que l'ont révélé les experts de l'ONUDC au cours de leur visite effectuée dans le cadre du mécanisme de l'examen de l'évaluation de la Convention des Nations Unies contre la corruption, des lacunes subsistent dans l'application de cette loi. Le mécanisme d'examen de la Convention des Nations Unies contre la corruption a mis en lumière plusieurs points critiques qui méritent notre attention. Comme vous le savez, ces remarques ont été formulées de manière constructive, en proposant des pistes d'amélioration concrètes en gardant à l'esprit l'ensemble des maillons de la chaîne. Tout d'abord, il est crucial de renforcer la coordination entre les différentes institutions impliquées dans la lutte contre la corruption. Malgré l'augmentation du nombre de rapports transmis, les condamnations pénales restent rares. Cela souligne la nécessité d'une meilleure collaboration entre les autorités judiciaires, les enquêteurs et les autres parties prenantes pour assurer que les enquêtes aboutissent à des jugements effectifs. Dans la même optique, il est extrêmement important de poursuivre le travail que nous avons commencé ensemble avec l'ULCC et les autres acteurs de la chaîne pénale pour renforcer les capacités interinstitutionnelles des organes de contrôle et de répression en matière de lutte contre la corruption. Cela inclut la formation continue des magistrats, des commissaires de gouvernement, des officiers de police judiciaire et des employés de toute institution pertinente ayant des attributions dans la lutte contre la corruption afin qu'ils soient mieux équipés pour identifier, enquêter, poursuivre ou juger les infractions complexes liées à la corruption. Ensuite, les experts de la Convention des Nations Unies, de mécanisme d'examen à la Convention des Nations Unies contre la corruption, ont souligné également l'importance de définir de manière plus précise certaines infractions, comme le népotisme, et mieux encadrer les techniques d'enquête spéciale, pour mentionner quelques-unes. Une définition claire de ces concepts juridiques renforcera l'efficacité de la loi en éliminant les zones d'ombre susceptibles d'être exploitées, assurant ainsi une application plus rigoureuse et cohérente. C'est en continuant à renforcer ces piliers fondamentaux que nous pourrons garantir un avenir où la justice sociale et le respect des droits de l'homme sont au cœur de la société haïtienne. 8 septembre 2004, date de la création de l'unité de lutte contre la corruption, et 12 mars 2014, date de l'adoption de la loi portant prévention et répression de la corruption, représentent deux événements cruciaux et historiques qui cristallisent avec clarté la volonté du peuple haïtien, à travers ses représentants, ses délégués, de contenir avec force et de manière durable le mal de la corruption. En effet, sous l'égide de l'ULCC, de nombreuses consultations multisectorielles ont été conduites en vue d'aboutir à ce corps de règles désormais essentiel dans le système anticorruption national. Un procédé visant à inclure chaque citoyenne et chaque citoyen dans l'effort collectif forgeant cette volonté nationale d'aller dans un autre sens, dans le sens de la bonne gouvernance, du respect de l'éthique publique et de la mise en avant permanente de l'intégrité de la gestion des biens de l'État. Cette loi pour le moins novatrice, transformant positivement et substantiellement le droit pénal haïtien et qui s'aligne en grande partie aux standards internationaux tracés par les conventions interaméricaines et des Nations Unies contre la corruption, est un vibrant appel à la responsabilité et à la redevabilité. Aujourd'hui, 10 ans après sa mise en œuvre par les agents d'application et d'exécution de la loi, les experts de l'unité de lutte contre la corruption, bénéficiant de l'assistance technique de l'ONUDC, conformément à la mission légale de l'institution, ont réalisé son diagnostic et en raison de l'importance de la démarche et des impacts escomptés, j'ai donc décidé de le présenter aux forces vives de la nation, notamment aux acteurs judiciaires,
aux représentants des organisations de la société civile dans l'intention très claire de les encourager activement à amplifier le contrôle citoyen qu'ils exercent dans l'administration publique haïtienne. En dépit de ces avancées majeures soulignées, 10 ans plus tard, le bilan résultant de la mise en œuvre de la loi est pour le moins maigre. Si les enquêtes de corruption de l'ULCC, notamment, sont en nette augmentation avec des résultats documentés issus d'un processus d'investigation exigeant, les sanctions provenant des tribunaux tardent malheureusement à être prononcées. Sur 87 rapports d'enquête transmis à la justice par l'ULCC, seulement un jugement de condamnation et 4 ordonnances de clôture sont rendues, dont une de non-lieu et 3 de renvoi. En outre, des lacunes et des faiblesses de la loi sont aussi identifiées dans ce diagnostic et doivent être abordées conformément aux recommandations faites à Haïti dans les mécanismes interaméricains et onusiens de suivi des conventions contre la corruption. C'est avec un grand plaisir que j'ai accepté l'invitation du directeur général de l'ULCC à vous adresser ces mots à l'ouverture de cet atelier de présentation du diagnostic de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. La pertinence de cette activité est indéniable. De nos jours, la République est secouée presque à chaque heure de scandales de corruption. Aucun pouvoir n'est épargné. L'exécutif, le législatif, le judiciaire. Le pays est gangréné. Le drame est à l'échelle nationale. Voilà 10 ans que le législateur a cru nécessaire de légiférer sur ce fléau qui entrave la croissance du pays. Où en est-on? On serait tenté de dire que rien n'a été fait. Cependant, il y a eu des dénonciations. L'ULCC a mené des investigations, fait des recommandations, déféré 84 rapports d'enquête aux autorités judiciaires. Seulement, comme vient de nous le rappeler le DG, 4 ordonnances ont été rendues, dont 3 de renvoi et 1 de non-lieu. Les décisions de justice n'ont malheureusement pas suivi. L'impunité règne en maître. Aujourd'hui, nous abordons un tournant crucial dans notre vie de peuple, où se décide la survie même de la nation. Nous avons pris l'habitude de laisser aux autres le soin de juger et de condamner nos concitoyens. Par peur, par paresse, par incompétence, par manque de provision légale, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il faut agir vite. Les citoyens n'ont plus confiance en l'État. La corruption, l'impunité y règne en maître. Les jeunes, les cadres laissent l'administration et partent dès qu'il y a une opportunité qui s'offre à eux. La nation perd des gens qui auraient pu l'aider à se redresser, à aller de l'avant. Il nous faut agir. Le Premier ministre, le docteur Gariconi, est conscient de l'effet néfaste de la corruption sur le développement économique et sur le défi de maintenir un climat social apaisé. Il a compris le lien entre la corruption, l'impunité et l'insécurité. C'est donc par stratégie qu'il a fait de la lutte contre ces fléaux l'un des piliers de l'action gouvernementale et qu'il m'a désigné ministre délégué chargé de l'assainissement des institutions de l'État, de la lutte contre la corruption et l'impunité. Mesdames, Messieurs, la corruption se fait en équipe. La lutte contre la corruption doit être aussi une affaire d'équipe. L'ULCC, en plus de coopérer avec les institutions partenaires comme l'UCREF, le CONAL, BAF, l'IGF,
CSPJ et autres, a besoin de la société civile, de la communauté pour mener à bien sa mission. La corruption engendre la pauvreté et la pauvreté facilite la corruption. L'État haïtien s'est doté d'une institution nationale, à savoir l'unité de lutte contre la corruption. Même en étant avoir une institution nationale de lutte contre la corruption, sachant que le texte créant l'ULCC limitait sa compétence uniquement aux actes de corruption qui se produisent au sein de l'administration publique. Ça veut dire que même si on a une autorité centrale en matière de lutte contre la corruption, mais le texte créant l'institution limitait son champ de compétence uniquement aux infractions qui se produisent au sein de l'administration publique haïtienne. Maintenant, à partir de l'adoption de la loi de 2014, on peut considérer qu'il s'est produit une certaine révolution du cadre juridique, dans la mesure où le législateur a dit, écoutez, si à partir du décret de 2004, la compétence de l'institution était seulement limitée à des actes de corruption qui se produisent au sein de l'administration publique, maintenant, à partir de ce nouveau texte, désormais, des actes de corruption peuvent se produire à la fois sur des individus, des personnes morales, même dans le monde des ONG. Donc ça veut dire que les rapports d'enquête qui sont produits par l'ULCC, ce ne sont pas seulement des rapports d'enquête qui concernent des corruptions au sein de l'administration publique, mais aussi ça peut se faire au niveau des personnes morales, au niveau du secteur privé et même dans le monde des ONG. Ça, c'est une première révolution qu'a apporté le texte. Donc, c'est-à-dire que ça produit une certaine compétence élargie qui ne se limite pas aux actes de corruption qui se produisent au sein de la sphère publique. Deuxième révolution qu'a apporté le texte, c'est de nouvelles infractions qui ont été créées. Sachant qu'au départ, j'ai signalé qu'au niveau du code pénal, on avait seulement 5 dispositions qui s'intéressaient aux actes de corruption. Maintenant, à partir de l'adoption de cette nouvelle loi, il va y avoir de nouvelles incriminations, à savoir près de 15 infractions qui ont été créées. Et parmi ces 15 infractions, il y a particulièrement 14 infractions dont les éléments constitutifs sont tout à fait définis, et puis une seule infraction pour laquelle les éléments ne sont pas définis. Donc je reviendrai sur cet aspect en dernier lieu. Donc, deuxième particularité de ce texte, c'est qu'il va y avoir de nouvelles infractions qui ont été créées, et forcément que le code pénal ignorait. Par exemple, une infraction comme la passation illégale de marché public, une infraction comme la prise illégale d'intérêt, une infraction comme le délit d'initié, une infraction comme l'abus de biens sociaux. Ce sont des infractions dont le code pénal en vigueur ignorait. Maintenant, à partir de l'adoption de ce texte, il va y avoir de nouvelles incriminations. Maintenant, troisième particularité, parce que là j'essaie de vous montrer que la loi de 2014 constitue une révolution. Donc, troisième particularité, c'est qu'il y a des dérogations qui ont été apportées au régime de droit commun. Parmi ces dérogations, il y a ce qu'on appelle la prescription vicénale. Vous, les avocats ou les professionnels du droit, vous êtes plutôt habitués à la prescription sur 10 ans. Maintenant, pour les infractions de corruption, la prescription est de 20 ans. C'est quand même une dérogation au régime de droit commun. Deuxième dérogation, c'est la réduction de la peine en cas de coopération. Ça veut dire que lorsque la personne poursuivie collabore à la justice, il y a cette possibilité de réduire sa peine. Maintenant, troisième dérogation, c'est l'imprescriptibilité de la peine. Donc, lorsque la peine est prononcée, il n'y a pas un délai forcément. Donc, la peine est devenue imprescriptible. Et puis, quatrième dérogation, c'est la reconnaissance des techniques spéciales d'enquête. Donc, je reviendrai sur cet aspect en dernier. Maintenant, ça, c'est pour les éléments déclencheurs. Ce sont les éléments qui ont conduit à l'adoption de ce texte. Maintenant, le texte a été adopté en 2014. On est en 2024. Ça fait 10 ans d'application, d'où l'intérêt de ce diagnostic qui se propose d'évaluer en soi la mise en application de ce texte pour voir les différents efforts qui ont été accomplis, le chemin qui reste à parcourir. Maintenant, deuxième point, le bilan des activités préventives. Il est vrai que le texte en soi contient beaucoup plus de dispositions qui traitent de la répression de la corruption plutôt que de la prévention de la corruption. Donc le texte contient seulement 3 articles qui traitent de la prévention de la corruption. Donc c'est un texte qui a une portée beaucoup plus répressive.